Comment la guerre froide a-t-elle divisé le monde en deux ? En 1945, l'Europe semble enfin apaisée à la suite de 2 conflits mondiaux. Pourtant, c'est presque immédiatement qu'un nouveau conflit débute. Pour rappel, l'Allemagne est alors divisée en 2 parties, une appartenant aux Alliés, l'autre à l'URSS. Berlin, capitale du pays, a été divisée de la même façon entre l'Ouest et l'Est. Le problème est que le pays ne peut pas être unifié à cause d'un désaccord majeur. Les Alliés veulent démocratiser le pays, tandis que l'URSS veut le soviétiser. Face au nazisme, chacun essaye de défendre un modèle idéologique, communiste ou capitaliste. En 1946, Staline déclare la guerre au capitalisme qui doit être éradiqué pour que l'URSS se sente en sécurité. L'URSS devient le bloc de l'Est, un État communiste qui regroupe 15 pays dont la Russie. En 1947, le président américain Truman exprime la doctrine du containment. Les États-Unis entrent dans un conflit idéologique, culturel, politique, opposé à l'URSS. Truman se donne pour mission de contenir l'URSS dans sa portée idéologique. Rapidement, les 2 pays se lancent dans une course au territoire afin d'avoir la plus grande influence possible, mais aussi dans une course à l'armement, le but étant notamment d'avoir l'arme nucléaire pour effrayer l'autre camp. Si on dit que la guerre froide commence en 1947, on remarque déjà des conflits pour des territoires en 1944. En Grèce, lors de la guerre civile, le Royaume-Uni s'engage contre les communistes, soutenus par les États-Unis. Les 2 pays luttent déjà contre Staline indirectement, au travers de conflits externes. C'est aussi le cas en Turquie ou en Iran dans les années qui suivent. Les blocs se forment peu à peu. En 1948, le plan Marshall divise l'Europe économiquement, puis politiquement. Avec ce plan d'aide, les États-Unis ont prêté environ 16 milliards de dollars en 4 ans à l'Europe. Il faut savoir que les États-Unis ont même proposé cette aide pour se reconstruire de la guerre à l'URSS. Mais pour l'État soviétique, accepter cet argent signifiait capituler, accepter la suprématie américaine. Dans le reste de l'Europe, les États-Unis sont perçus comme des sauveurs et le sentiment de l'atlantisme se développe, comme si le destin de l'Europe était lié à celui des États-Unis. En 1947, aucun accord n'est pris sur le destin de l'Allemagne, perdante de la Seconde Guerre mondiale. Le bloc de l'Ouest organise alors un gouvernement démocratique à l'ouest du pays, en RFA, puisque l'unification semble impossible. Staline est furieux de voir les pays de l'Ouest s'organiser entre eux et aller de l'avant. Le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale est trop fort, avec près de 26 millions de morts soviétiques. Staline veut donc éviter une autre guerre à tout prix. Il renforce sa sécurité en renforçant l'Europe de l'Est. En 1948, le coup de Prague renforce l'influence de l'URSS qui s'empare de la Tchécoslovaquie et la soviétise. Les communistes locaux grignotent le pouvoir, les syndicats, les usines, et il est interdit au pays d'accepter le plan Marshall. En même temps, à l'ouest, une vraie psychose se met en place. L'URSS fait peur. C'est un danger potentiel. Les États-Unis sortent de leur isolationnisme et mettent en place une alliance militaire. En 1948 et jusqu'en 1949, l'URSS organise le blocus de Berlin en réaction à la création de la RFA. C'est la preuve de tension extrême. Un mur sera construit par la suite autour de la partie est de Berlin et tout autour des frontières qui séparent les 2 parties du pays. Le but est d'éviter les immenses flux de population qui fuient l'Est. Un pont aérien depuis l'Ouest est mis en place pour alimenter les populations vivant dans Berlin-Ouest à l'initiative de Truman. En Allemagne, les États-Unis ne sont plus considérés comme des occupants, mais des sauveurs. Chaque pays utilise la propagande pour influencer l'autre bloc. C'est surtout le cas pour les États-Unis qui envoient des étudiants dans les universités de l'Est pour diffuser leur mode de vie. Les films de Walt Disney peuvent aussi être considérés comme de la propagande puisqu'ils défendent un mode de vie, une nation. En URSS, la censure est énorme pour que la population ne se révolte pas par envie d'un mode de vie moins pauvre. Les seuls films français autorisés sont ceux qui mettent en scène Louis de Funès, sans violence ni sexe. Tout est contrôlé pour que la population reste docile. En 1949, la guerre froide s'accélère puisque la Chine devient communiste,
lorsque Mao Zedong remporte la guerre civile. En 1950, un pacte sino-soviétique est signé et l'URSS ne siège plus au Conseil de sécurité de l'ONU, car Mao Zedong n'est pas reconnu comme représentant de la Chine par les autres pays. C'est Chiang Kai-shek, réfugié à Taïwan, qui siège. En 1953, la Corée devient le théâtre d'une guerre entre les deux blocs. Les Américains envahissent le nord et franchissent le 38e parallèle. La Chine envoie alors des volontaires se battre. Une haine des États-Unis se développe alors en Chine. Les États-Unis financent aussi les 3/4 de l'effort de guerre des Français en Indochine contre le communiste Ho Chi Minh. Le but est de lutter indirectement contre l'URSS en luttant contre ses valeurs et idées et en participant à des combats. Avec la mort de Staline en 1953, la détente se met en place. C'est un soulagement pour tous, surtout en URSS. La guerre de Corée prend fin et la coexistence pacifique est proclamée par Khrouchtchev. En réalité, son but est de gagner du temps et d'accélérer l'armement soviétique. C'est un leurre. Il lance d'ailleurs la course à l'espace en lançant le premier satellite, Sputnik, dans l'espace en 1957. Mais des fissures apparaissent à l'est, malgré l'assouplissement de cette détente. En Hongrie, la population se révolte déjà en 1956 lors de la révolte de Budapest, en s'opposant au manque de modernité de la vie dans l'Union soviétique et à la répression. À cette époque, l'URSS essaie de figer définitivement les frontières européennes pour maintenir le statu quo et prouver sa suprématie. Mais le côté occidental refuse, ayant toujours espoir de réunifier l'Allemagne un jour. Les non-alignés voient le jour pendant la guerre froide. L'envie de s'opposer à l'impérialisme, européen comme soviétique, s'affirme chez les décolonisés. En 1955, la conférence de Bandung a lieu pour créer un espace international indépendant de la guerre froide. Nasser, président égyptien, est un non-aligné emblématique. Il nationalise d'ailleurs le canal de Suez en 1957 et montre qu'il choisit son propre camp. À partir de 1956, la Chine n'est plus l'allié de l'URSS car Mao Zedong prône l'agressivité. C'est alors la rupture sino-soviétique. Finalement, à partir des accords d'Helsinki de 1975, la question des droits de l'homme est abordée dans ce grand conflit. L'URSS est largement remise en cause pour son manque de respect des droits de l'homme, bien qu'elle cache encore énormément de données et ne dévoile toujours pas toute sa réalité et son histoire. La contestation est grandissante à l'extérieur, mais l'URSS s'effondre aussi de l'intérieur, entre mécontentement et crise. Cet immense empire complexe à gérer s'effondre dès 1989, avant que l'Allemagne ne soit finalement réunifiée. De Berlin, une centaine de milliers d'Est-Allemands se sont précipités à l'ouest où ils n'avaient pas pu mettre les pieds depuis 28 ans. En théorie, les services de police de RDA devaient vérifier les papiers de cette foule. Très vite débordés, ils renoncent. Certains Allemands de l'Est, incrédules devant cette liberté accordée si brutalement, hésitent plusieurs minutes avant d'oser franchir la frontière.